parlons du thème qui nous rassemblera ici, dans cette salle de l'Arsenal, l'an prochain. Je le formule en mode question. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes confrontés à des conditions de travail extrêmes? Et comment nos émotions et notre stress impactent-ils nos performances et nos décisions? C'est effectivement de ce sujet passionnant dont on parlera l'an prochain lors de l'édition 2027 du colloque du Fonds de dotation. Merci. Je vous propose de s'en donner un petit avant-goût en accueillant sur scène quelqu'un que je vous présente dans quelques instants. C'est le professeur Benoît Bolmont, s'il vous plaît. Voilà, prenez place, Benoît. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, il y a un micro qui est juste à côté de vous. Quelques mots pour retracer un parcours atypique qui est le vôtre, puisque vous êtes un ancien professeur d'éducation physique et sportive en collège, en lycée professionnel, que vous avez été le directeur adjoint du laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements, en abrégé, c'est peut-être sous ce nom-là qu'on le connaît le mieux, c'est le 2LPN. Et vous êtes aujourd'hui professeur en neurosciences comportementales au sein de l'Université de Lorraine. Et vous vous intéressez effectivement aux conditions de travail extrêmes, finalement, depuis longtemps, depuis une thèse que vous avez consacrée à ces environnements de travail particuliers. Pourquoi cette volonté d'aborder ces questions en lien avec les environnements de travail extrêmes, et pourquoi, ce n'est pas souvent le cas, mettre les émotions au cœur de votre travail, de votre recherche? Merci pour votre invitation. Oui, donc j'ai un passé de sportif et je me rendais bien compte que l'impact des émotions jouait sur la qualité de ce que l'on pouvait produire dans le sport, notamment aussi en altitude. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse donc, sur l'impact des émotions, sur le comportement, qu'il soit cognitif ou moteur. Donc, au cours d'une ascension simulée de l'Everest. Vous n'y êtes pas allé vraiment, alors? Non, pas vraiment. C'était dans un caisson hippobar à la Comex à Marseille. Et donc là, on s'affranchissait de tous les dangers, mais on recréait donc une situation d'hypoxie en baissant la pression atmosphérique. Et donc, l'hypoxie augmente l'anxiété, et l'anxiété impacte le comportement. Et donc, à l'époque, j'avais une approche un peu mécanique, c'est-à-dire que j'imaginais que les émotions impactent le comportement. Donc, ce qui est vrai, globalement, il n'y a pas de problème à ça, mais je crois qu'aujourd'hui, il nous faut davantage réhabiliter les émotions, et c'est-à-dire que l'émotion, c'est la partie intégrante du fonctionnement humain, et c'est pas l'émotion qui impacte ou la cognition, par exemple, ou la cognition qui impacte l'émotion. L'humain est composé de ses états émotionnels et de ses états cognitifs. Et il faut pouvoir le reconnaître, l'accepter, le valoriser. Elles sont sous-cotées pour vous, les émotions, d'une certaine manière? Alors oui, clairement, les émotions, tout le monde en parle. Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a 30 ans, au moment de ma thèse, j'avais 4 livres d'appui pour travailler sur les émotions. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sortent par mois. Donc ça, c'est super, parce que ça permet aujourd'hui d'accepter cette idée que nous sommes des êtres humains composés d'états émotionnels et que l'état émotionnel, ce n'est pas une fragilité. Au contraire, ce qui devient une fragilité, c'est de bloquer ces états émotionnels qui peuvent avoir un impact, en tout cas, psychopathologique. Donnez-nous un exemple d'un moment particulier où, effectivement, une émotion peut être intéressante à mobiliser au service d'une décision à prendre, qui peut engager la survie, par exemple, d'un individu. Alors, précisément, ça a été un des premiers résultats dans le cadre de ma thèse. On s'est rendu compte, en fait, que l'augmentation du niveau d'anxiété qu'on pourrait supposer problématique pour des tâches un peu complexes où on a besoin de prendre des décisions, etc., en réalité s'avérait pertinente pour des réactions d'ordre implicite, c'est-à-dire des réactions de survie qui ne rentrent pas réellement dans la conscience, c'est-à-dire des gestes qu'on est capable de faire de manière très automatisée.
Et donc on retrouve ça chez les parachutistes, chez les plongeurs qui apprennent des procédures et qui, lors d'un contexte en situation de danger, vont être capables de restituer et donc probablement leur sauver la vie. Alors, vous avez cité les plongeurs, les parachutistes, les alpinistes tout à l'heure, même si l'ascension était simulée, on l'a bien compris. Les sous-mariniers, c'est aussi un contexte de travail que vous avez étudié ? Alors moi, non, pas directement les sous-mariniers, mais effectivement, ce sont des endroits, des situations très contraignantes, donc des environnements extrêmes, et qui peuvent évidemment impacter à la fois les personnes et les missions, voire les groupes de personnes, et donc mettre en danger des situations qui peuvent être catastrophiques. Alors aujourd'hui, on va plus loin. Sky is the limit, comme disent les anglo-saxons, puisque c'est au spatial que vous vous intéressez désormais dans le cadre d'un projet qui porte le joli acronyme de ADRESS. ADRESS pour Application pour la détection et la régulation du stress et des émotions lors de missions spatiales. Je regarde mes notes pour ne pas vous trahir. Et pour ce projet, vous avez une cobaye prestigieuse dont tout le monde connaît désormais le nom, c'est Sophie Adno. Oui, alors en fait, évidemment, là, on voit un peu l'aboutissement d'un travail qui a commencé il y a une vingtaine d'années avec le CNES, où justement, très vite, le CNES s'est rendu compte, je crois qu'ils étaient un peu visionnaires, ils se sont rendus compte que l'espace allait devenir un espace vraiment à prendre dans le futur, terrain de jeu, quoi. Avec des gens qui allaient probablement y passer de longue durée, pas uniquement les missions martiennes qui on estime à 2 à 3 ans, mais simplement investir la Lune, etc. Et donc très vite, on avait beaucoup de connaissances sur les aspects physiologiques dans le spatial, pas toutes les connaissances, mais beaucoup de connaissances, et on se rendait bien compte que l'une des limites serait l'humain en fait, et son adaptation au contexte. Et donc en l'occurrence, pas que, mais probablement les émotions. Et donc, on a engagé un travail de longue haleine et qui se traduit aujourd'hui donc avec ce projet ADRESS, où l'idée, c'est de mesurer de manière intégrée finalement le comportement humain, c'est-à-dire pas uniquement prendre une composante physiologique, parce que c'est pas parce que j'ai le cœur qui s'accélère que je suis joyeux, c'est peut-être tout simplement que je monte un escalier et rien de plus. Donc, et ça n'a pas de sens, cette donnée-là. Mais donc on essaye de recueillir un grand nombre de mesures, que ce soit des mesures physiologiques, comportementales, c'est-à-dire sensorimotrices, ma manière de déplacer mon bras, la vitesse, quelle angulation, etc. Est-ce que je suis penché en avant, en arrière, récupérer des mesures cognitives, est-ce que je suis attentif, est-ce que justement là j'ai de meilleures performances sur le plan de la mémoire, etc. etc. Et donc on essaye avec tous ces choux, ces carottes, ces mesures très hétérogènes d'intégrer pour avoir une sorte de score composite qui nous indique si la personne elle est dans les meilleures dispositions pour. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important, précisément dans ce contexte de missions plus longues, dans lesquelles l'humain ne peut pas être la faille, quoi. C'est ça. Ah oui, clairement, ouais. Là, effectivement, bon, encore sur l'ISS, c'est extrêmement contrôlé, mais dans d'autres contextes, il y a quand même une variable humaine très importante. Et là, il faut être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger le groupe ou la mission. Bon, et d'ailleurs, je sais que vous avez un rendez-vous là tout à l'heure à 13h30 avec Sophie Adno, donc on est peu de choses à côté de ça, mesdames, messieurs. Donc Benoît Bolmont nous quittera effectivement dès la fin de cette matinée pour aller rejoindre le contexte de son projet. Pour autant, bon, Sophie Adno, c'est Sophie Adno, Thomas Pesquet, c'est Thomas Pesquet, mais tout le monde n'est pas astronaute. Donc, moi, j'ai envie de vous demander en quoi les résultats de votre recherche, potentiellement, vont aussi être porteurs d'enseignements pour la prévention du stress, pour la promotion de la santé mentale, dans d'autres contextes de travail contraints, comme ceux qu'on a déjà évoqués en parlant des alpinistes, des pompiers, des sous-mariniers, peut-être d'autres. C'est quoi l'idée? C'est quoi le plan? Alors, je vais être honnête, il n'y avait pas de plan à la base. Moi, je ne suis que chercheur. J'aime quand on me dit les choses comme ça. Ouais. Et si vous voulez, je me suis intéressé à ces composantes.
Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai rencontré des gens qui, à chaque fois, m'interpellaient. Ah, oui, mais ça, c'est intéressant, effectivement, chez les pompiers, chez les personnes, les sous-mariniers, on m'a souvent approché là-dessus. Il y a énormément, on se rend compte, de métiers sous tension, en contrainte, un chirurgien qui opère. Et donc, à chaque fois, alors, quelles sont les solutions? Les solutions, elles ne sont pas si évidentes. La science ne se fait pas aussi rapidement, mais voilà, on s'aperçoit en tout cas qu'on a des pistes, en tout cas peut-être à former les personnes, déjà se faire confiance, accepter les émotions, bénéficier de ces émotions, c'est-à-dire quand mon corps ou quand ma tête me renvoie un signal, l'accepter et non pas... Arriver à le détecter, exactement, l'accepter, en faire quelque chose aussi. Et l'utiliser. Et ça n'est pas contre-productif, c'est pas parce que je pleure que je suis faible ou fragile, c'est parce que j'ai une émotion qui est très forte. Et vous avez pris, c'est juste pour l'anecdote, vous avez pris l'exemple de Thomas Pesquet et de Sophie Adenau. Eh bien, Sophie Adenau, elle accepte ses émotions. Je ne dis pas que Thomas Pesquet ne les accepte pas, mais on est sur des hommes, souvent, qui, voilà, on a été formés dans les années 80, 90, etc., où l'émotion n'était pas à la mode. Et donc l'émotion, c'est genré, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, malheureusement, ça l'est, alors que, je regrette, les hommes comme les femmes ressentent autant des émotions les uns que les autres, mais peut-être tout petit, où on a accepté l'idée que chez la femme, c'était acceptable, mais chez l'homme, c'est pas acceptable. Or, c'est une profonde erreur. Et j'ai vu vraiment une différence entre Thomas Pesquet et Sophie Adenau qui elle, m'a même demandé au cours d'une tâche, elle m'a dit « ce serait possible de mettre un peu plus de temps entre les images parce qu'elle me touche de trop ». Et ça ne veut pas dire que Sophie Adenau est fragile, pas du tout. Je pense qu'elle est ultra performante. Je l'ai vue faire des tâches... Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit dans la presse, c'est une extraterrestre. Ah oui, elle n'est pas devenue déjà astronaute par hasard. Et quand je l'ai vue réaliser ses tâches, je veux dire, elle est en mission. Je veux dire... Mais quand elle vous dit ça, c'est du miel pour un chercheur comme vous, parce que là, vous dites, là, il y a un truc à aller choper. Parce que là, je sais que ce n'est pas une astronaute qui va mentir sur ses questionnaires. Si vous voulez, il faut bien comprendre que le corps des astronautes, les gens veulent revoler. C'est le but, c'est leur vie. C'est le destin de leur vie. Ils veulent revoler, mais dire que vous êtes fragile, que vous avez été stressé, que vous avez pleuré ce soir, que vous êtes un peu... Mais bon, vous ne revolerez pas. Donc, et là, elle accepte cette sensibilité, cette pseudo-fragilité, mais qui n'en est pas une. Oui, et on mesure que c'est aussi une évolution culturelle aussi pour le CNES tout entier. Bien sûr. C'est cette façon de regarder les choses autrement. On chemine tous ensemble dans le cadre de ce projet qui n'en est qu'à ses débuts, professeur Bolmont. Quel est le calendrier de travail? Quelles sont les grandes étapes à venir? Vous avez dit tout à l'heure, la science, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Donc, quel rendez-vous on se fixe? Écoutez, depuis 10 jours, encore mieux, parce que nous aurons 2 nouveaux astronautes à tester, donc Thomas Pesquet et Probst, qui vont partir normalement début 2027 sur d'autres types de missions, mais nous allons donc pouvoir tester l'impact, en tout cas la relation émotion-cognition, motricité dans le contexte de de l'apesanteur, on va parler d'apesanteur, où là le corps humain est tellement modifié que la lecture des émotions chez l'autre est différente. J'ai juste une dernière question à vous poser, Benoît Bolmont. Est-ce que vous accepterez, la date n'est pas encore connue, mais est-ce que vous libérerez votre agenda pour venir nous reparler du projet Adresse l'an prochain dans le cadre du colloque 2027 du Fonds de dotation? Merci. Oui, bien sûr, avec plaisir. Il y aura certainement plein de choses à nous dire et vous reviendrez avec l'autographe de Thomas Pesquet, de Sophie Adenau. Ça nous fera rêver aussi. Merci beaucoup, professeur Bolmont, d'avoir été avec nous ce midi. Je vous laisse... envoyer quelques applaudissements à Benoît Bolmont. Et voilà, c'en est fini pour cette partie académique. Dans quelques instants, vous allez pouvoir aller vous restaurer et puis surtout découvrir le désormais traditionnel rendez-vous du Salon des innovations qui vous attend à l'étage supérieur. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des porteurs de projets qui ont bénéficié du soutien du Fonds de dotation Merci et qui font également écho à la thématique de cette année. Ils sont nombreux, ils vous attendent, allez les saluer.
Que vous dire sinon que ça a été un plaisir renouvelé d'être avec vous ce matin. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain. Vous avez vu que le sujet qui nous attend est plein d'intérêt et tout aussi passionnant que celui qu'on a traité cette année. Dans l'intervalle, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.